bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à notre demande d'interview et de nous accorder un peu de votre temps. Mais je suis ravie de participer à une interview de Street Reporter. Je trouve que vous faites un boulot formidable et je suis enchantée d'avoir été invitée. Je suis honorée. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Nous aussi, nous sommes ravis. Donc, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Oui, mon dernier livre date de 2021, de fin 2021. C'est Les raisons cachées du désordre mondial, tome 2. Vous êtes également ancienne avocate fiscaliste, chercheuse indépendante, docteur en droit et analyste géopolitique juridique, mais également conférencière. En préparant cette interview, nous avions appris à mieux vous connaître et notamment votre parcours. Vous avez soutenu votre thèse de droit privé à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne le 8 septembre 2005, si je ne me trompe pas. Et vous avez obtenu les meilleures mentions, notamment la mention très honorable avec les félicitations du jury. Et cette mention a été distribuée à la condition exclusive qu'il n'y ait pas de carrière universitaire. Alors ça nous a étonnés. Alors du coup, pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas vraiment compris. Alors ça, c'était une clause qui n'a pas été officialisée, mais qui m'a été dite des visus, en m'expliquant que de toute façon, si je poursuivais, je n'aurais jamais aucun poste disponible au sein de l'université. Et bien, figurez-vous que quand cette histoire m'est tombée dessus, je ne l'avais pas comprise moi-même. Et c'est après, je me suis dit, c'est quand même assez bizarre cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça cachait forcément quelque chose. Et c'est là que, de fil en aiguille, j'ai démêlé tous les chevaux de la participation. Parce qu'il se trouve que dans le cadre de ma thèse, la partie 2, la deuxième partie de ma thèse est consacrée à une théorie juridique unifiée de l'entreprise capitalistique qui reprend très exactement les fondamentaux de ce qu'était la participation. Et à l'époque, je dois le préciser, je ne le savais pas moi-même. D'accord. Parce que figurez-vous qu'en faisant du droit des affaires, vous n'entendez jamais parler de participation. Alors peut-être que les sociologues et toutes ces thématiques annexes au droit, et en particulier au droit des affaires, connaissaient la participation, mais moi, en tant que venant de ce milieu, je ne la connaissais pas. Et quand j'ai été face à ma théorie juridique, je suis partie du postulat que je voulais faire échapper l'entreprise, en tout cas tout ce qui correspond à l'entreprise qui crée le tissu économique général, donc plutôt les PME, je voulais les faire échapper à l'emprise des banques et des institutions financières. Et ça a été le point directeur de mes travaux. Et j'arrive, en suivant cette ligne de conduite, j'arrive exactement aux solutions qui ont été élaborées dans le cadre de la participation. Je rappelle que c'est une théorie qui date du 19e siècle, qui a été reprise au 20e siècle et réactualisée, si je puis dire, par mes travaux, dans le plus complet anonymat, bien entendu, puisque ça n'a jamais été ni publié dans les réseaux traditionnels du droit académique, en tout cas. Moi, je l'ai publié par ailleurs, mais c'est resté une omerta. Si vous voulez, la participation, le statut des travailleurs, des apporteurs de travail et des apporteurs de capitaux est une omerta dans le monde du droit et en particulier du droit des affaires. Et donc c'est là où j'ai commencé à comprendre pas mal de choses, et notamment dans mon jury de thèse, il y avait des gens qui avaient travaillé non seulement pour le lobby bancaire, mais aussi pour la Banque de France. Donc, oui, donc ceci a expliqué peut-être cela. En tout état de cause, peu importe que ce se soit passé comme ça, je pense que c'est une bonne chose parce que ça a permis finalement de mettre un projecteur sur un pan tout à fait occulté de ce qu'on appelle l'économie, l'entreprise, le droit des affaires, et que c'est justement par là que tout ce travail de soumission de longue haleine par rapport aux individus et aux États a été mis en œuvre. Donc ça a été vraiment le point de départ de toute ma réflexion, et ça a été également, je m'en suis rendu compte, ça a été le point de départ de toute la mise en œuvre de cette stratégie globale d'asservissement des populations par certaines élites autoproclamées, en fait par les gens qui tenaient le contrôle des monnaies. Donc c'est un sujet qui est hautement stratégique et qui mérite effectivement d'être mieux connu, mieux cerné par rapport à ces enjeux qui ne sont pas des enjeux exclusivement juridiques, mais qui sont des enjeux en termes de civilisation, parce qu'à partir du moment où vous retirez à toutes les gens qui ont une activité personnelle tout statut juridique de décideur, dans ces cas-là, vous mettez en œuvre dès le départ un système de soumission.
Je vous remercie de ces explications qui sont très claires. Vous étiez quand même destinée à une très belle carrière dans le droit des affaires internationales. Vous étiez brillante avec les mentions, etc. Vous avez tenu 4 ans, on va dire, dans le domaine professionnel, on va dire un peu classique. Puis ensuite, vous êtes réorientée. Finalement, ce que vous aviez eu à l'université Paris-Panthéon avec les mentions, ça a été pour vous, vous venez de le dire, un point de bascule vraiment vers autre chose, vers un cheminement personnel, des recherches personnelles peut-être. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours? Alors, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Dans la mesure où j'avais pris moi-même ce champ directionnel dans mes recherches, oui. Et j'ai commencé ma thèse en 1995, donc j'avais déjà pris un chemin alternatif. Donc on ne peut pas dire que j'étais destinée à une brillante carrière parce que justement, dès le départ, j'étais en opposition avec ce système qui était hautement intégré, si je puis dire. Donc effectivement, si j'avais joué le jeu dans le domaine d'activité dans lequel je me trouvais, j'aurais eu une carrière mirobolante. Je ne vous dis pas combien gagnent les gens qui jouent le jeu dans ce domaine d'activité. C'est presque indécent. Donc effectivement, dans ce cadre-là, j'aurais pu ça. Sauf que moi, j'ai pris dès le départ une attitude de rébellion, si je puis dire, mais qui n'était pas proclamée. J'ai fait une rébellion tactique, j'ai fait une rébellion par la technique, mais je ne me suis pas, comment dirais-je, projetée avec une visibilité publique de rébellion. Ce qui fait que j'ai exercé quelques temps, mais pas très longtemps, en cabinet d'avocat. J'ai eu le titre d'avocat, mais je précise, je n'ai jamais été avocat plaidante, j'ai été avocate, mais théoricienne du droit. J'ai performé mes connaissances de l'entreprise en travaillant un peu dans le domaine des prix de transfert et en particulier dans la théorie, dans le côté vraiment théorique de ce domaine d'activité qui est un domaine plutôt économique. Et ça m'a permis de comprendre en fait les filons par lesquels cette domination s'effectuait, quelles étaient les entités qui étaient à l'origine de tout ça, à quoi ça se raccrochait, à quoi ça se rattachait. Et donc, si vous voulez, j'ai été après dans une situation qui était incompatible. Enfin, je n'étais plus compatible avec le milieu dans lequel j'évoluais. Et de facto, enfin, j'ai eu des événements personnels qui sont arrivés et qui m'ont décidé finalement à tout arrêter et à suivre ma propre voie, qui est une voie très escarpée, peu lucrative et de conviction. Très iconoclaste. Voilà. Oui. Donc j'ai travaillé pendant des années dans l'obscurité la plus totale. Je n'étais pas quelqu'un de réseau, donc je ne connaissais pas, je n'avais pas les moyens de me faire connaître. Donc peu à peu, puis finalement j'ai fini par écrire des articles, fini par écrire des livres qui m'ont donné une certaine visibilité et qui ont fait que finalement ce parcours de rébellion s'avère maintenant un petit peu connu et je pense que c'est salutaire parce que ça fait partie d'une nécessaire comment dirais-je, rééducation des populations, de comprendre les vrais enjeux derrière les règles qu'on nous impose, de comprendre quels sont les rapports de force et comment les rapports de force arrivent à aboutir à des règles de plus en plus absconses, que certaines personnes pratiquent avec délectation, mais sans jamais se poser la question de savoir pourquoi allons-nous toujours vers des règles de plus en plus absconses. Donc il y a une problématique d'instruction derrière qui est tout à fait indispensable à comprendre et qui explique aussi l'attitude profonde de soumission de nos sociétés. On est victime on a été pris dans une sorte de toile d'araignée qui fragilise les individus, qui casse l'estime de soi, qui casse la capacité justement de réflexion, d'avoir une pensée cohérente, personnelle et autonome, qui casse la curiosité face au réel. Et donc tout ça, ça se met en œuvre par des systèmes éducatifs successifs. Ça commence dès la petite enfance, mais ça se termine, comme on l'a vu, à l'université, où les gens ne remettent jamais en cause les principes qu'on leur inculque. Alors peut-être que dans les sciences dures, c'est un peu différent, mais il y a quand même un plafond de verre, et même, je pense, dans les sciences dures, il y a un moment, il y a certains principes qui ne sont plus capables de remettre en cause. Donc il y a des enchaînements, vous savez, qui font qu'un jour, vous arrivez à une société de gens immatures qui sont tout à fait incapables
de prendre des positions personnelles et qui sont incapables surtout d'assumer une différence. Manipulable aussi, et puis c'est peut-être aussi ce qui fait que nous en sommes là aujourd'hui, dans cette situation. Absolument. Donc ça remonte vraiment dès l'éducation, dès le plus oui, jeune âge. Tout un système, absolument. C'est un système intégré de lobotomisation. C'est un peu fort comme terminologie, mais je dirais que c'est lié à l'incapacité à être curieux dans la vie, et c'est d'ailleurs pour ça que ce sont les gens les moins instruits qui ont le plus de capacité à remettre en cause les données qu'on leur impose dans les médias au point de vue quotidien et tous les jours davantage, quoi. Oui, et ça c'est vrai qu'on l'a vu notamment dernièrement pendant la crise sanitaire, c'est vrai que... Oui, effectivement, là, plus les gens étaient instruits, plus ils étaient dans cette logique folle d'acceptation d'un discours totalement aberrant qui n'avait ni queue ni tête, qui ne tenait pas la route, ni d'un point de vue technique, ni d'un point de vue logique, ni d'un point de vue politique, mais que les gens ont accepté. Alors, écoutez, merci de ces explications. Alors, on va, si vous voulez, alors chez Street Reporter, c'est vrai que nous postons beaucoup d'informations, notamment sur l'actualité. Il y a quelques informations récemment sur lesquelles nous voulions revenir et avoir votre avis là-dessus. Vous aviez indiqué récemment que le pouvoir judiciaire est entre les mains du pouvoir en place. Il y a en ce moment une réforme de la police judiciaire portée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui va profondément réorganiser les services. Beaucoup d'enquêteurs craignent de perdre leur indépendance notamment et redoutent l'intervention du politique avec le renforcement de l'autorité des préfets. Que pensez-vous de cette réforme et partagez-vous ces craintes ? Alors, avant de parler de cette réforme, pourquoi je dis que la justice est dans les mains du pouvoir politique, c'est que là on parle de police, c'est pas tout à fait pareil que la justice, donc il y a deux entités quand même différentes. Mais vous savez que dans la justice, vous avez une justice assise et une justice debout. La justice assise, c'est finalement le ministère de la Justice, donc qui est un membre du gouvernement, donc du pouvoir exécutif, on est bien d'accord, et la justice debout qui se rattache au ministère de l'Intérieur et qui est également membre, puisque ce ministre fait partie du gouvernement, donc membre du gouvernement. Donc la justice est intégralement intégrée au pouvoir exécutif. Donc on ne peut pas parler de troisième pouvoir ou de pouvoir indépendant. Ça, c'est totalement aberrant de parler de pouvoir. Alors, vous savez que les constitutionnalistes ont contourné le problème en disant qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir mais d'une autorité judiciaire, mais cette autorité n'a aucune autorité réelle puisqu'elle est partie intégrante du pouvoir exécutif, donc du gouvernement. Alors maintenant, si on parle de la police, c'est un autre sujet, un sujet que je ne maîtrise pas de l'intérieur, bien entendu, je ne connais pas et je n'ai même pas lu la réforme telle qu'elle était précisément proposée. Néanmoins, quand on connaît un peu les grandes forces en jeu, on se doute bien que nous n'allons pas aller vers une autonomie des enquêtes indépendantes et des choses comme ça, puisque vous savez que maintenant toute cette corruption est en train d'éclater de tous les côtés, donc le seul moyen pour eux de calfeutrer et de contrôler encore un peu ce qui se passe, c'est évidemment de mettre un point final aux enquêtes dérangeantes. Donc, sans connaître plus avant de l'intérieur le détail précis de ce sujet, il est évident qu'en comprenant le rapport de force et l'étendue de la situation réelle telle qu'elle se présente, on ne peut qu'imaginer que ça va aller dans ce sens-là. Donc, c'est corrélé par toutes les réactions qui ont eu lieu, notamment de Police pour la vérité et d'autres instances qui sont pour une police démocratique qui se sont élevées en disant c'est la fin de l'indépendance de la police et des enquêtes. Il me semble que le parquet financier, pas le parquet mais que les enquêtes financières sont aussi concernées par tout ça, donc je pense que de toute façon il faut que cette dynamique arrive au bout. Et que là, on sera effectivement au bout, c'est-à-dire que nous entrons de façon officielle dans un totalitarisme. Alors, maintenant, on va passer sur le domaine de la politique.
Nous avons l'impression que nos représentants politiques sont plus préoccupés par leur carrière que d'œuvrer pour le bien commun. On voit aussi parfois des petits problèmes d'ego, hein, n'est-ce pas? Sont-ils capables de défendre leurs idées et de protéger les intérêts des citoyens quand leur carrière peut être compromise? On prend notamment l'exemple récemment du débat sur la réforme des retraites où Emmanuel Macron a menacé une dissolution de l'Assemblée en cas de motion de censure. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, justement? Alors, si vous aviez suivi bien mes travaux, mais je comprends que vous n'ayez pas le temps de le faire, parce que c'est un peu long, vous auriez compris que, en fait, le pouvoir politique n'existe pas. Tel que les institutions sont actuellement conçues, elles sont entièrement au service du pouvoir économique. Donc, ce qu'on appelle le personnel politique, en fait, n'a rien de politique. Il est sous le contrôle, sous la férule des intérêts économiques qui sont anonymes, qui sont supérieurs et qui sont discrets, voire occultes. Tout cela passe par le contrôle des partis politiques, qui sont des organismes qui ont des nécessités de financement énormes. Et donc ceux qui tiennent la hiérarchie du parti, en fait, obéissent aux règles qui leur sont imposées par ceux qui les financent. Alors, ne parlons pas de financement public parce que les financements dont il est question dépassent très largement les quelques subventions qu'ils peuvent recevoir du public, sans compter ils sont quand même en mesure d'édicter ces règles-là, donc ils gagnent sur tous les plans. Mais ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas affaire à un personnel politique au sens où ces gens seraient intéressés à l'organisation de la vie de la cité. Ces gens sont intéressés, sans même le savoir la plupart du temps, à mettre en œuvre les intérêts privés de ceux des tenanciers du système économique global. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à notre système actuel et on ne peut même pas voir les moyens d'en sortir. Donc la réponse, elle est claire. Les gens qui sont élus dans le cadre de partis politiques sont soumis à la discipline de vote. Et la discipline de vote leur impose de voter dans un sens ou dans un autre, à moins qu'ils renoncent à une future élection. Il y a eu des cas, en particulier je pense à Martine Vonner, qui a préféré suivre ses convictions que la discipline de vote, et elle a fini par être éjectée définitivement du système. Je précise que c'est intéressant comme cas parce que il y en a beaucoup qui jouent les dissidents, mais qui restent encore à leur poste d'élu. Donc il faut se poser des questions. Oui, ça, effectivement, on sait de qui vous parlez. Alors, parlons maintenant sur la partie santé, qui a été un gros volet ces dernières années. Les éléments commencent à sortir au fur et à mesure. Une enquête du procureur général européen est en cours, notamment sur l'acquisition des vaccins anti-Covid dans l'Union européenne. Les eurodéputés élus n'ont pas réussi jusqu'à présent à contraindre von der Leyen à transmettre les aspects clés des contrats avec les sociétés pharmaceutiques et notamment les échanges de SMS avec le président de Pfizer. Pensez-vous que cette enquête aboutira ? Alors, écoutez, ma réponse est liée à la réponse précédente, c'est-à-dire qu'il faut comprendre d'où viennent les institutions européennes. Les institutions européennes sont une émanation de ce pouvoir économique caché qui a pris le pouvoir politique. Il les a pris dans nos États et ensuite, comme c'était plus compliqué de gérer plein d'États autonomes, il a centralisé le tout dans une institution, une supranationale qui s'appelle les instances européennes, l'Union européenne. Ça a porté plusieurs noms, mais en tout cas, l'idée, c'est que le pouvoir économique contrôle ces institutions-là. Et en effet, le Parlement, pendant longtemps, n'avait même pas l'initiative des lois, donc déjà, on ne parle même pas d'autorité législative, de pouvoir législatif, tout ça, ça n'existe pas. Récemment, ils ont eu quelques miettes, mais je dirais que le Parlement n'est pas en mesure, quoi qu'il en soit, d'édicter, d'imposer ces lois aux membres de la Commission et à ceux qui prennent des décisions réellement. D'autant plus que, je vous rappelle quand même que les gens qui sont élus au Parlement européen sont issus des propres partis politiques des États membres. Donc nous retombons sur la suggestion des partis politiques qu'on a évoquée à la question précédente. Donc en réalité tout ça est une vaste imposture politique qui n'a aucun rapport avec l'intérêt des populations et qui ne sera évidemment pas en mesure de répondre à une légitime inquiétude populaire concernant toute cette superstructure de corruption. Donc la corruption, elle est inhérente à notre système. Donc il est impossible que tout ça ne puisse être modifié
tant que les rapports de force internes aux institutions ne seront pas renversés. Et tant que ce rapport de force n'a pas été inversé, il est impossible que quoi que ce soit n'arrive à maturité pour remplir finalement une fonction politique réelle, c'est-à-dire des règles au service des populations. Je vois. Alors, il y a eu également une information, toujours sur le domaine de la santé, mais là plus par rapport à la protection des données, notamment le transfert des données de nos données de santé. Le président Joe Biden a signé vendredi un décret visant à fournir des gages aux Européens pour le transfert de nos données de l'Union européenne vers les États-Unis dans un nouveau cadre légal. Est-ce que vous avez suivi cette actualité? Qu'est-ce que vous en pensez et peut-on s'en inquiéter? Alors, j'ai suivi cette actualité, mais d'un peu loin, donc je n'ai pas lu précisément le décret de Biden. En revanche, oui, il faut quand même comprendre la chose suivante, c'est qu'une fois qu'on sait d'où viennent les institutions européennes, on sait que ceux qui contrôlent l'Amérique aujourd'hui est représenté par Biden, que je rappelle, est quand même celui qui a été le sénateur du Delaware, le plus gros paradis fiscal du monde pendant toute sa carrière. Donc en réalité, ce sont les mêmes intérêts qui dirigent l'Amérique et l'Union européenne. Donc tout ça se fait entre copains et on peut être inquiet, oui, parce que en fait, toute la question revient à la pourquoi faut-il numériser toutes les données, et en particulier les données personnelles, et on voit que à l'occasion de cette crise sanitaire, la numérisation des données de santé a été bien sûr mise sur le travail, que nous avons un commissaire européen qui est chargé de cette numérisation des données personnelles, qui s'appelle Thierry Breton, qui est français, je le répète, donc qui vient bien de chez nous et qui est chargé de collecter toutes ces données. Quand on collecte toutes ces données, c'est pour les utiliser. Ensuite, que vous les utilisiez qu'au sein de l'Union européenne ou collecter, mélanger avec les données américaines pour de toute façon les mêmes intérêts, qui sont les intérêts des multinationales qui prendront le contrôle finalement des individus dont les données seront disponibles. Je dirais que c'est pas ça ne fait pas une énorme différence pour nous, étant donné que toutes ces entités sont contrôlées par quelques personnes qui restent anonymes, qui se cachent derrière les big tech, mais qui sont contrôlées par quelques personnes qui tiennent les capitaux de ces big tech. Et c'est là où on en revient toujours à cet anonymat qui a été mis en œuvre au niveau économique et qui est de plus en plus efficace au fur et à mesure que les entités s'entassent, se cachent dans des entités derrière des paradis fiscaux qui sont hébergés dans des paradis fiscaux. Donc là, on a un anonymat systémique, si vous voulez, qui fait que nous n'avons pas accès aux vraies personnes qui vont bénéficier de toute cette numérisation des données. Et nous, à notre niveau, est-ce qu'on a la possibilité justement d'aller contre toutes ces dispositions? Quels sont nos moyens aujourd'hui de lutte? Nos moyens de lutte ne peuvent pas passer par les voies officielles, si je puis dire, parce qu'elles sont toutes contrôlées par les gens qui sont au pouvoir. Donc il est clair que notre possibilité de réaction passe d'abord par une prise de conscience, pour savoir exactement ce qui se passe, ensuite par une inversion des rapports de force au sein de cette société en disant maintenant on veut savoir, on cherche à savoir qui est vraiment responsable, c'est-à-dire on cherche le bénéficiaire final de toute cette superstructure, et à ce moment-là on pourra commencer à penser à un inversement des tendances et des rapports de force. Mais tant que les gens n'ont pas compris qu'il faut aller chercher le bénéficiaire final et qu'ils s'arrêtent à Biden ou à Macron, on n'arrivera jamais à rien. Donc la problématique, c'est une problématique qui n'est pas technique mais qui est politique en réalité. Aller chercher qui bénéficie et qui tire les ficelles de toute cette organisation supranationale apolitique, je le répète, d'un stricto sensu économique, et qui contrôle et qui veut mettre sous contrôle toutes les données personnelles des individus. C'est ça qu'il faut aller chercher. Oui. Alors, il y a aussi une actualité récemment qui nous a interpellés, c'est notamment la vente de la pépite électronique dans la défense stratégique française Excelia. Et maintenant, on l'a appris récemment, la société toulousaine Trad, qui est un des leaders dans l'ingénierie spatiale, nucléaire et médicale, qui ont toutes deux, en tout cas pour l'une, est en cours de rachat par l'américain Eiko. On voit toutes nos grandes industries qui passent entre les mains de capitaux privés étrangers. On a pu voir notamment Alstom, les chantiers Saint-Nazaire, etc. C'est le cas aussi de nos brevets.
On vend tous nos fleurons industriels et militaires, on vend nos brevets également. Est-ce que ce n'est pas la stratégie adoptée par certains, enfin ce n'est pas aujourd'hui la stratégie adoptée par certains pays comme la Chine, la Russie ou les États-Unis? Qu'en pensez-vous de cette fuite? J'en pense plusieurs choses. En fait, c'est une question à tiroir. Le sujet que vous abordez est un sujet plus complexe qu'il n'y paraît, c'est-à-dire que, premièrement, quand vous voulez détruire un État, il faut détruire ses moyens de subsistance. Donc, vous avez quoi? Vous avez la monnaie, vous avez les capacités technologiques et vous avez la capacité à rayonner au niveau international. Donc là, ça passe par les fleurons industriels, effectivement, et en termes de propriété intellectuelle. Alors, pour ce qui est de la question des brevets, le système des brevets n'a pas été mis en place par les Chinois, on est bien d'accord. Le système des brevets, c'est un système qui vient du monde anglo-saxon et qui est là pour contrôler toutes les nouvelles découvertes. D'accord ? Donc, que les Chinois profitent du système actuel à leur avantage, je pense que c'est indiscutable, mais n'oubliez pas que dans la culture et la stratégie de développement chinoise, c'est on copie en fait. On rend accessible à tout le monde les techniques qui ont été développées par certains. Alors que dans la mentalité anglo-saxonne, on contrôle tout et on garde le contrôle sur, on ne diffuse la connaissance que à ceux qui ont été adoubés. Donc c'est deux entités qui n'ont strictement rien à voir dans leur conception du monde. Alors ça, je voulais revenir dessus parce que ça me paraît important, parce que quand on met la Chine sur le même plan que tout ce monde anglo-saxon de contrôle, je crois qu'on se trompe un peu de cible. Il faut remettre les choses dans leur bon ordre. Maintenant, je répète, la Chine a utilisé les armes de l'adversaire à son propre service. Et je dirais que c'est un mode de défense assez normal pour une entité qui veut survivre. Voilà, la dernière question sur laquelle je voulais revenir, c'est que effectivement on utilise les brevets pour absorber la substance des États, pour les rendre de plus en plus informes et justifier leur disparition. Vous comprenez bien qu'une fois que l'État n'aura plus aucun moyen de fonctionnement, déjà qu'elle n'a plus, nous en France on n'a plus la disposition de notre monnaie, rien ne s'opposera à sa disparition et ça se fera dans la soumission volontaire, dans l'accord général des populations qui diront effectivement l'État ne sert plus à rien, abandonnons-le, vous comprenez. Mais simplement, c'est une stratégie qui est mise en œuvre par ceux qui tiennent le pouvoir réel, qui, je le rappelle, sont les tenanciers du pouvoir économique global, qui sont en dernier recours des banquiers coalisés et internationalisés, qui n'ont pas de structure géographique, qui sont apatrides, qui sont chez eux partout où il y a une banque centrale qui le contrôle. Et donc, c'est tout ce système-là qui est en jeu derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien. Merci de revenir d'ailleurs sur certains sujets et d'en apporter des précisions. Ça permet aussi de nous éclairer sur différents thèmes abordés pendant cette interview. Alors aujourd'hui, auprès de qui la France s'est endettée ? Alors, quand vous allez sur les sites officiels, vous voyez que la France est endettée auprès de zones géographiques. Mais ce n'est pas du tout comme ça que le système fonctionne, puisque vous avez compris que c'est l'économie qui emporte sur le juridique, sur le politique. Et donc, en réalité, ce sont des structures privées qui contrôlent les monnaies. Alors, qui contrôlent la dette, l'endettement. Alors, si vous aviez bien suivi la façon dont le système des banques centrales s'est déployé dans le monde, notamment à partir de l'Angleterre, mais aussi de la France, puisque vous avez eu la création de la Banque de France qui a été quand même assez tôt dans l'histoire. Ensuite, vous avez eu la création de la Fed. Vous comprenez que ce sont les banques privées qui ont élaboré ce système de banque centrale pour bénéficier de la garantie publique au profit de leurs petites manœuvres privées. Donc les bénéfices sont privés et les pertes deviennent publiques. Donc c'est tout bénéfice, si vous voulez, c'est un déséquilibre de fonctionnement qui a été recherché depuis le départ. Et donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, j'ai perdu le fil de la question. C'était auprès de qui la France est endettée? Donc auprès de qui la France est endettée? En fait, auprès des gens qui tiennent ce système
monétaire et financier, et donc ce sont des entités privées. Mais une fois de plus, et là on revient aussi à un sujet qu'on a déjà abordé, c'est que ces entités, elles sont difficilement accessibles parce qu'elles se cachent derrière des entités anonymes, etc. Donc on revient toujours à cet anonymat qui est mis en œuvre de façon systémique dans le système économique et qui empêche d'avoir accès aux véritables données et aux véritables responsables de cet endettement, sachant qu'aujourd'hui, on peut quand même dire de façon certaine que cet endettement est fait au profit d'entités privées qui sont sous contrôle capitalistique. Donc ce sont les principaux, ceux qui tiennent les capitaux de ces structures bancaires qui sont les bénéficiaires ultimes de nos endettements étatiques et à la fois privé. Vous savez, c'est endettement public et endettement privé, parce qu'il y a les deux. Absolument. Alors, en parlant de ça, justement, et d'anonymat, en 2020, vous indiquiez que le gouvernement mondial sort de Londres, donc on est en 2022 aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire où nous en sommes de l'avancée du projet mondialiste ? Alors ce projet mondialiste, il avance à la fois toujours plus dans nos contrées dites développées de l'Ouest, de grands démocrates et de grands, de démocratie d'opéra, mais il est mis en échec au niveau international par si vous voulez, le fait que la Chine et la Russie ont commencé à s'émanciper de cette tutelle globaliste financière qui s'est développée à partir de la City et qui contrôle aujourd'hui quasiment tous les paradis fiscaux de la planète. Donc chez nous, cet empire global, ce grand reset est en voie d'avancement et ils utilisent toutes les crises qui nous sont imposées, qu'ils nous imposent d'ailleurs pour avancer dans leur agenda, mais au niveau international, ils sont mis en échec par de plus en plus d'États qui se sont renforcés au fur et à mesure des décennies, qui se sont coalisés, puisqu'aujourd'hui on voit que la Russie a fait un pas très sérieusement vers disons qu'ils se sont alliés avec la Chine pour défendre leurs intérêts nationaux. Et vous avez tous les pays qui ont été soumis au cours du 19e et du 20e siècle, je pense à tous les pays d'Amérique latine, tous les pays africains, parce qu'il faut comprendre aussi que la France-Afrique, tous les pays qui étaient reliés à la France, en fait, n'étaient pas reliés à la France en tant que système français, mais en tant que système financier, système monétaire, et qui est un système anglo-saxon. Donc en réalité, tous ces pays sont en train de prendre conscience et d'utiliser le fait que la Chine a pu émerger en tant qu'entité économique sérieuse pour se rapprocher de ces têtes de résistance, si vous voulez. Ça fait une sorte d'appel d'air, d'appel de fond vers une libération de cette domination ultime, qui fait que à la fois ce gouvernement mondial est en marche en Occident et est mis en échec dans le monde entier. Donc la réponse, je suis désolée, elle est double. Malheureusement, on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui se passe chez nous, parce que chez nous, en effet, ce gouvernement mondial, ce gouvernement, disons, ultra centralisé et qui contrôle tous les aspects de notre vie privée et publique, est en cours de développement. Et puis on voit un nouveau monde multipolaire se dessiner. Absolument. Donc c'est là où les populations ont aussi un rôle à jouer, parce qu'elles peuvent faire basculer aussi dans le cadre de la lutte internationale, les populations peuvent, en se réveillant, faire basculer leur propre système de domination vers en tout cas, agir face à ceux qui sont les ennemis de leurs ennemis pour eux-mêmes retrouver une certaine autonomie de fonctionnement et de liberté. Mais ça reste à écrire, c'est encore de l'utopie pour l'instant. Mais la transition, du coup, est toute trouvée, puisque maintenant, on va parler de vos travaux et de ce que vous faites aujourd'hui. Alors, vous avez travaillé sur un nouveau concept de société où l'humain et les collectifs sont au centre de vos propositions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, absolument, avec grand plaisir. En fait, tous mes travaux, vous avez compris l'organisation qui m'a permis l'organisation mentale qui m'a permis de comprendre toute cette vaste système ce vaste système de domination globale. Et en fait, en comprenant d'où sont parties les choses, j'ai pu trouver la façon la plus utile pour démanteler tout ça et surtout pour retrouver une autonomie politique dans le cadre où aujourd'hui elle n'existe plus du tout.
Donc cette autonomie, elle passe par une réinvention du politique, mais dans le quotidien des gens. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas d'intervenir sur tous les sujets dont ils n'ont pas conscience dans leur vie quotidienne, mais on leur demande dans leur vie quotidienne de se réapproprier le pouvoir politique qui devrait leur appartenir de façon spontanée dans une communauté organisée. Et donc on se rend compte que finalement ça a déjà existé. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps de l'avancement de mes travaux que ça avait déjà existé dans l'histoire, mais que ça avait été limité à l'industrie et à l'artisanat. Et en fait, il s'agit des corporations d'Ancien Régime. Parce que dans ces corporations-là, les membres de la corporation avaient une autonomie totale d'organisation, aussi bien sur la formation que sur la prise en charge des accidents de la vie, que sur les réglementations internes à leur activité. Et donc c'était ça qu'il fallait remettre en œuvre en faisant un peu un lien entre les différents régimes et les différentes fonctions politiques qui ont eu lieu dans notre histoire pour réinventer un futur qui ne soit pas décorrélé totalement de notre passé, mais qui soit une suite logique, une suite, disons, culturelle, historique et politique, en prenant ce qui a fonctionné de mieux dans tous les régimes qui se sont succédés. Et donc j'ai élaboré ce système de groupement d'intérêts, donc sur le modèle des corporations de l'Ancien Régime, mais beaucoup plus largement que ce qui n'avait lieu dans l'Ancien Régime, parce que je l'ai déployé aussi bien dans les activités qui ne sont pas des activités qui ont pour seul objet de gagner de l'argent, mais aussi qui ont pour fonction de développer le bien-être social, comme toutes les activités culturelles, sportives, éducatives, et aussi les activités spirituelles. Donc j'ai élaboré un système avec 3 grands groupements d'intérêts, commercial, non commercial et moral, spirituel et philosophique, moral et spirituel, où chacun peut trouver sa place. Et donc c'est un système qui permettra aux gens, c'est sur la base du volontariat et de leurs propres compétences, dans quoi se sentent-ils le plus à même de déployer leur activité, leurs compétences. Donc si vous voulez, ça me permettra aux gens à nouveau de se trouver à leur bonne place au sein d'une société et de trouver leur place. Alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que personne n'est à sa bonne place dans la société. C'est ce qui développe aussi tous ces problèmes d'ego, c'est ce qui développe aussi tous ces problèmes fondamentaux d'incompétence et d'ignorance crasse de gens qui sont à certains postes et qui est tout à fait spectaculaire aujourd'hui. Enfin, ça n'échappe plus à personne. Donc, si vous voulez, il y a toute une mécanique qui est de l'ordre du changement de paradigme derrière ce système que je propose. Et dans le cadre de ce système, donc chacun des groupements d'intérêts sera totalement autonome pour développer ses propres règles de fonctionnement. Et donc si ça ne marche pas, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes et ils auront à charge de modifier justement ce qui ne fonctionne pas. Donc on est dans une redistribution du pouvoir, on est dans une réacclimatation individuelle du pouvoir, on est dans une réappropriation de la responsabilité qui va avec le pouvoir. Parce que vous savez qu'une des caractéristiques de nos régimes actuels, c'est d'avoir déresponsabilisé le pouvoir, et pour la bonne raison que le pouvoir facial n'est pas le pouvoir réel. Donc vous ne pouvez pas donner une responsabilité au pouvoir facial alors qu'il n'a pas le pouvoir réel. Donc tout a été, si vous voulez, un peu perverti, à la fois dans la terminologie et dans le sens profond des institutions. Et la réforme que je propose, justement, revient sur toutes ces perversions pour rétablir un fonctionnement naturel, à la fois individuel et collectif. Et est-ce que ce système de groupement d'intérêts est viable si nous sommes le seul pays à le faire? Et est-ce que les autres nations vont nous laisser faire, justement? Alors, je pense que de toute façon, il faut toujours commencer quelque part. Donc, si on attend que le monde entier se mette à faire quelque chose que nous ne faisons pas, ça n'arrivera jamais. Donc, il faut commencer quelque part. Donc, pourquoi pas chez nous, puisque c'est là où j'ai développé ces idées. Deuxièmement, est-ce que les autres nous laisseront faire? De toute façon, ils ne nous laisseront pas faire chez nous non plus. Donc, les autres, ils sont chez nous, les autres. Si vous voulez, la différence de rapport de force n'est pas vraiment une différence géographique, c'est une différence conceptuelle. Donc à partir du moment où les autres dont vous parlez sont aussi chez nous, on a autant à redouter les réactions en interne qu'à l'international. Moi je propose en fait que ce soit sous la base du volontariat et que les gens s'habituent à se réapproprier un fonctionnement autonome et plus naturel de la vie en société,
qui, pour l'instant, ne risquent pas de mettre en échec nos ennemis. Donc pour l'instant, je ne vois pas qu'ils puissent vraiment s'y opposer. En tout cas, ils ont d'autres chats à fouetter. Oui, puis on l'a vu, hein, on est quand même un peuple, enfin le peuple français s'est révolté à plusieurs reprises au cours de son histoire. Oui, mais parfois voilà, c'était des révoltes un peu organisées. Vous Oui. voyez, justement, c'est toute la difficulté. Je ne Oui. prêche pas du tout, je ne préconise absolument pas une révolte, je préconise plutôt une prise de conscience qui fera que par un grand mouvement collectif, on rendra l'actualité désuète, si vous voulez. Ce n'est pas par la révolte, en finançant des armes et des révoltes et des combats, que nous arriverons à un changement de paradigme. C'est impossible. En réalité, tout ce qui est révolution est financé, et tout ce qui est financé est dans les mains de nos ennemis. Donc, ça ne peut, il faut comprendre que rien de tout ça ne peut passer par les armes, en fait. Le changement de paradigme ne passera que par la prise de conscience personnelle, individuelle et collective, qu'une autre voie est possible, et que non seulement l'autre voie est possible, mais que c'est la seule qui soit viable à terme pour la survie de l'humanité. Alors justement, on parle de toutes ces institutions financières qui tirent un peu les ficelles. Vous indiquez que aujourd'hui vous indiquez qu'il faut un rassemblement autour de grands principes communs, hein, vous venez de les détailler à l'instant, qui s'opposeraient à cette tyrannie financière. Mais du coup, il y a une question qui nous vient, c'est quelles sont les solutions aujourd'hui dans le système que vous proposez pour nous financer en dehors du circuit actuel ? Alors, je ne propose pas de financement en dehors du circuit actuel. Je pense que tout ne peut se faire que sur la base du bénévolat, en l'occurrence parce que justement, toutes les finances sont tenues par nos adversaires. Je pense qu'en revanche, on peut commencer à se réorganiser sans passer par le prisme de la finance, de l'argent. Je pense que, par exemple, les entrepreneurs peuvent commencer à réorganiser leur activité sur le modèle de la nouvelle entreprise que je propose, qui est le modèle de la participation. Je pense que les individus peuvent s'organiser en groupement d'intérêt qui ne demandent pas de financement. Ça demande juste à se mettre au travail, en fait, et accepter de discuter avec d'autres gens. Donc c'est toute si vous voulez, c'est toute une mentalité qui a changé, mais qui n'est pas liée à forcément une capacité financière. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites entrer la finance dans cette réforme, vous ne pouvez plus maîtriser et il n'y aura plus de changement de paradigme possible. Donc il faut justement penser en dehors de la finance, qui sont les règles qui nous ont été imposées de l'extérieur pour nous orienter nos organisations politiques et sociétales dans une direction qui est en l'occurrence un cul-de-sac. Donc je pense qu'il faut justement arriver à penser autrement. Et c'est justement cette pensée autrement qui est la plus importante et qui pourra renverser tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc j'invite vraiment les gens à se remettre en marche intellectuellement, à se remettre en marche moralement et à se remettre en marche même d'un point de vue, comment dirais-je, d'abord individuel mais ensuite collectif. Parce que si vous êtes tous à vous mettre en marche en même temps, ça donne une puissance d'action qui dépasse toutes les capacités financières du monde. Alors, dernière petite question, mais vraiment légère par rapport à ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui, mais néanmoins qui a retenu notre attention. Le logo sur votre site internet. Alors, le logo, c'est une chouette sur une colonne. Est-ce qu'il y a une signification pour vous ? Absolument, c'est la chouette chevêche, c'est Athéna. Voilà. Et Athéna, c'est nos origines grecques, la logique grecque. Exactement. Et Athéna, c'est la déesse de la stratégie militaire et de la justice, de la sagesse. Et donc, mon site internet représente Athéna, je représente Athéna. Mais une projection actuelle de l'Athéna antique. Voilà. Et une femme combattante, pleine de conviction, et merci parce qu'effectivement, vous nous avez beaucoup éclairé pendant cette interview. Merci pour toutes ces précisions que vous avez rajoutées également. Ça a été un plaisir vraiment de partager tout cela avec vous. Et écoutez, je vous souhaite vraiment une bonne continuation dans votre combat et dans tous les travaux et que vous menez aujourd'hui. Mais je vous remercie de m'avoir invité, je vous remercie beaucoup pour vos questions pertinentes et aussi pour votre soutien et j'espère peut-être avoir l'occasion un prochain jour de retravailler avec vous pour diffuser encore tout ça, encore et encore. Comptez sur nous, on espère bien être présents. Merci Valérie Bugot, merci. Merci beaucoup.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les travaux de Valérie Bugeaud, nous vous invitons à visiter son site internet valériebugeaud.fr. Et si vous voulez participer et construire le monde de demain, vous pouvez directement aller sur son site Révolu Droit.